Moi, j'ai le rôle le plus facile, hein, c'est de remercier les gens. Merci Fabienne donc, pour la mise en œuvre de ces conférences. Hein, et celle-ci, me semble-t-il, devrait intéresser tout le monde. Merci à M. Royer. Et puis, je vous laisse présenter les choses. Merci Alain. Donc, bonjour et bienvenue pour cette troisième conférence de la PULP de l'année 2024. Donc, je laisse la parole dans quelques secondes à Alexandre Royer du Shift Project qui va venir nous entretenir de problématiques bien d'actualité. J'en profite également pour vous indiquer qu'il y aura à nouveau donc 3 conférences de la PULP à la fin de l'année. En octobre le 12, une conférence qui s'intéressera à la santé mentale dans le cadre du festival Fauteuil Rouge Cinéma Handicap. En novembre, nous aurons une conférence sur les persécutions des communautés roms en lien avec le festival Un mois pour. Et enfin, en décembre, nous accueillerons M. Lillenstein, qui est un chercheur du CNRS, enfin du CNES, le Centre national des études spatiales, et qui viendra nous parler de météorologie spatiale. Je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole à Alexandre Royer. Et merci, j'avais 203, donc je remercie moi aussi la PULP pour avoir ouvert cette conférence et merci au cinéma de nous accueillir dans cette magnifique salle et puis merci à vous d'avoir fait le déplacement. Donc là, on va être ensemble pendant 1 heure, 1 heure et quart, puis ensuite une séance de questions avec l'objectif d'essayer de répondre à une question: qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour lutter contre le réchauffement climatique? Donc pour ce faire, en premier lieu, il va falloir qu'on essaye de comprendre d'où vient le problème et ensuite on étudiera quels sont les moyens les plus efficaces pour essayer de lutter contre les effets de ce réchauffement. Alors, ce réchauffement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des degrés en plus. Mais qu'est-ce que ça veut dire, des degrés en plus? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du réchauffement de la limite qu'il ne faut pas dépasser d'1,5 à 2 degrés? Est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez déjà entendu qu'il faut se limiter en dessous de 1,5, 2 degrés? Ok, tout le monde a entendu ça. Est-ce que plus récemment, vous avez entendu qu'il faut se préparer à une augmentation de 4 degrés en France? Bon, très bien, donc vous avez tous entendu. Et bien, ces degrés, d'où est-ce qu'ils viennent? Mais avant ça, je vais faire une toute petite précision sur le Shift Project. Qu'est-ce que c'est? Donc le Shift Project, c'est un laboratoire d'idées donc, qui a pour objectif de réfléchir, de créer des rapports et en se basant sur la rigueur scientifique pour éclairer l'opinion. Donc c'est un mouvement qui est apartisan. Et moi, je fais partie des shifters. Donc, il y a 8000 bénévoles cotisants à l'association Shifter et 25 000 sympathisants sur la France qui ont pour objectif d'accompagner la création de ces rapports et la diffusion de l'information. Et donc ça nous permet de nous poser des questions. D'où viennent ces degrés supplémentaires? Est-ce que vous avez une réponse dans la salle? Normalement, vous le savez tous. Les gaz à effet de serre. Il y avait plein de bonnes réponses, mais celle que j'attendais le plus, c'était les gaz à effet de serre. Donc, qu'est-ce que c'est? D'abord, on va faire un petit préambule pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, des informations que peut-être vous connaissez déjà. Si la Terre n'avait pas d'atmosphère, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, elle recevrait les rayons du Soleil et elle les réfléchirait et on aurait une température moyenne sur le globe de moins 18 degrés. Mais vous le savez, c'est pas ça. Et il se passerait aussi un phénomène qu'on retrouve sur d'autres planètes, c'est que le différentiel de température entre jour et nuit pourrait être d'une centaine de degrés, donc rendant assez difficile toute vie, sachant qu'il n'y a même pas d'atmosphère, on est mal. Donc c'est faux. C'est faux parce qu'il y a une atmosphère. Donc qu'est-ce qui se passe? On a des rayons du soleil qui arrivent et la Terre qui en réfléchit. Mais une partie de ces rayons va être captée et re-renvoyée. Donc les gaz à effet de serre, vous connaissez tous le CO2, le dioxyde de carbone, mais il en existe d'autres comme le méthane ou comme le protoxyde d'azote, dont on reparlera plus tard. Donc tous ces gaz-là, qui sont dans l'atmosphère de manière tout à fait naturelle, font un effet de serre qui nous ont permis d'obtenir une température stabilisée pendant 10 000 ans d'environ 14 degrés en moyenne. Et le problème, eh bien, c'est que nous avons colonisé l'ensemble de la Terre et que le fonctionnement de la société a émis plus de gaz à effet de serre et a fait augmenter la température. Alors, augmenter la température,
qu'est-ce que 4 degrés de plus en moyenne, ça fait quoi? Alors déjà, on va faire une petite parenthèse sur les données scientifiques du GIEC. Pourquoi est-ce qu'on a entendu parler en 2015 de la limite à ne pas dépasser 2 degrés et si possible 1,5? Donc ça, vous en avez tous entendu parler, mais pourquoi 2 degrés? Bien parce que la concaténation, l'ensemble des études scientifiques qui ont récolté le GIEC, amène à dire qu'à partir de 2 degrés, on est soumis à des phénomènes incontrôlables et que le climat peut varier par lui-même. Donc si vous avez des questions sur des précisions, vous pourrez les poser en fin de conférence. Mais à partir de 2 degrés, on rentre dans un espace qui est incontrôlable et dont on ne sait plus comment ça va évoluer et qu'on ne sait plus si on pourra arrêter. Et il existe un autre chiffre qui est très important, c'est 2,5 degrés. Donc on en entend moins parler parce qu'on veut se limiter à 2 degrés. C'est 2,5 degrés, c'est la limite à partir de laquelle les scientifiques estiment qu'il y aura des pénuries alimentaires généralisées sur Terre. Et on va voir un petit peu à quoi ça correspond, cette simple phrase. Donc, on va commencer par imaginer, pour comprendre qu'est-ce que ça représente ces quelques degrés. Un monde, la Terre, où vous avez des calottes glaciaires qui recouvrent tout le Canada. Le Canada n'existe pas. Il y a 3 km de glace à certaines parties en Allemagne. Vous voyez que la partie où il y a l'Angleterre et l'Irlande, on est couvert de glace. Et vous avez sur la France les pieds des glaciers qui arrivent, les pieds des glaciers qui arrivent aux portes de Lyon. Sur cet environnement, entre une ligne Bordeaux-Montélimar, tout ce qui est au nord, le sol ne dégèle jamais. Donc il n'est pas possible de faire d'agriculture. Et dans cet environnement-là, il vivrait environ, dans l'environnement sur le territoire français, il vivrait environ 100 000 personnes. Donc 700 fois moins que maintenant. Vous auriez le niveau de la mer qui est 120 mètres plus bas, ce qui fait qu'il n'y aurait pas la Manche n'existerait pas. Et la végétation serait de la toundra et des steppes sans grands massifs forestiers. Et bien ça, c'est simplement 5 degrés de moins. 5 degrés de moins que ce qu'on a actuellement. Et comme on le sait, eh bien, ça correspond à la physionomie de la Terre il y a 20 000 ans, durant la dernière période glaciaire. C'est 5 petits degrés qui nous séparent d'une configuration où ça serait assez difficile de faire fonctionner une société. Donc en réchauffant de 5 degrés, voilà la transformation qui s'est produite. Il y a des massifs forestiers qui ont pu pousser en Europe, un climat tout à fait agréable qui a permis à de nombreuses espèces de prospérer, et vous voyez monter des eaux de 120 mètres et les massifs glaciers qui se sont réduits pour arriver à cet environnement. Ok, moins 5 degrés, on est arrivé maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire s'il y a plus 5 degrés? Donc c'est difficile à dire. Tout ce qu'on sait, de manière sinon certaine, au moins intuitive, c'est que, d'un point de vue scientifique, de manière certaine, c'est qu'on va avoir des augmentations de sécheresse et des vagues de chaleur qui vont être de plus en plus fréquentes et fortes. Ça entraînera forcément des baisses de rendement agricole. Ces baisses de rendement agricole vont entraîner des difficultés et des ruptures d'approvisionnement et des tensions sociales. Et on connaît tous l'expression « ventre affamé n'a pas d'oreille », sont des terreaux fertiles pour des conflits armés et des mouvements migratoires. On peut citer la Révolution française, ça n'est pas la cause, la famine, mais c'est une conséquence aggravante. Les printemps arabes ou la guerre en Syrie, où le manque de nourriture et d'alimentation pousse à des conflits et vont nous amener à nous questionner sur la solidité de nos régimes démocratiques face à des risques de plus en plus accrus au fur et à mesure que la température augmente. Donc, ça, ce sont le type de fléau qui peut arriver sur l'alimentation. Vous pouvez avoir un réchauffement pendant l'hiver. Donc l'hiver sera plus doux, mais ça n'empêchera pas d'avoir des vagues de fraîcheur, donc des gels tardifs. Le réchauffement fera que les bourgeonnements arriveront plus tôt et qu'un gel tardif pourra anéantir
un ensemble de cultures. Mais ce ne sont pas les seuls genres de problèmes. Vous avez des problèmes qui vont s'accentuer sur les habitations. Donc ça, c'est les gonflements, rétractations d'argile. Ça concerne 40% des habitations en France. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Eh ben, l'argile qui se dessèche, puis sous biais de crue se réhumidifie, eh ben, il gonfle et il se rétracte, il gonfle et ça fragilise les bâtiments. Donc ce qu'on a depuis toujours va se multiplier et au lieu qu'une maison ait une fissure au bout de, je ne sais pas, 30 ans, eh ben, ça sera tous les 20 ans. Donc il faudra augmenter encore un peu plus les efforts pour maintenir l'existant. On va avoir aussi multiplication des incendies. On a déjà des multiplications d'incendies. On a des méga-feux donc, qui se sont passés en Australie, au Portugal, en Suède, donc, où ça ne se produisait pas en 2018, il me semble. Vous avez l'année dernière au Canada un méga-feu jamais observé qui, à lui seul, équivaut à 2,5% des émissions des humains. Donc c'est énorme ce qui s'est passé. Et donc ces méga-feux vont être de plus en plus fréquents. On estime que les forêts au niveau de l'Île-de-France seront autant inflammables, soumis aux incendies que les Landes aujourd'hui. Donc le risque augmente avec le réchauffement. Vous avez un dépérissement des forêts. Donc ça, c'est quelque chose qui est dur à appréhender parce que ça ne correspond pas à notre temporalité. Mais si aujourd'hui nous avons un réchauffement de 1,2 degré et qui se poursuit, vous avez des espèces végétales qui ne sont déjà pas adaptées. Mais elles ne meurent pas immédiatement. Elles résistent, et puis elles s'affaiblissent et elles meurent. Donc ça veut dire que vous avez d'ores et déjà 10% de la forêt française qui est condamnée. Vous avez un exemple que vous avez peut-être vu sur les journaux, qui sont les châtaigniers autour de l'Île-de-France. Donc il y a des châtaigniers, on sait qu'ils sont condamnés. Ils sont condamnés pourquoi? Parce qu'auparavant, ils avaient la maladie de l'encre, qui est une maladie qui existe depuis quelques siècles, donc des champignons qui attaquent les racines, affaiblissent l'arbre. Mais ils le font pendant 5-6 mois dans l'année. Avec le réchauffement, ils vont faire 8 à 10 mois. Et là, les arbres ne sont pas parés à résister à la rapidité de variation. Donc les forêts vont dépérir parce qu'elles ne sont pas adaptées au climat et elles n'ont pas le temps de migrer. Parce que le problème, j'en reparlerai peut-être, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est la vitesse à laquelle ça se produit. Le réchauffement climatique, s'il se passait sur 5000 ans, on ne s'en apercevrait pas. Là, c'est 25 fois plus rapide que n'importe quel réchauffement climatique qu'on a vu auparavant. Donc ce problème de vitesse entraîne ce genre de problème. Et puis bien sûr, des effets de la chaleur sur la santé. Donc des effets directs. Il y a des zones du monde où il ne sera plus possible de vivre en extérieur parce que la chaleur et l'humidité seront trop fortes et le corps ne pourra plus s'auto-réguler. Donc des régions entières où vous aurez une impossibilité de vivre dehors plus de 100 jours par an. Donc là, ça veut dire qu'on ne travaille plus en journée. Vous avez déjà commencé à avoir des migrations de maladies qui deviennent natives donc en provenance du sud. Donc c'est tous ces effets qui sont pas très joyeux, qui apparaissent, qui ont déjà commencé à apparaître et qui vont s'amplifier. Et ils ne vont pas s'amplifier de manière linéaire. C'est plutôt sous une forme exponentielle. Là, on a vu ce qui se passe au niveau de la Terre, sur les surfaces terrestres. On peut aussi regarder ce qui se passe au niveau des océans. Si vous chauffez un fluide, il grossit en taille. La mer est en train de se réchauffer. Et bien, ce phénomène fait que la mer a déjà commencé à augmenter. Et bientôt, il va y avoir le phénomène qui va s'ajouter, qui va être la fonte des glaces. Donc, cette montée des eaux va entraîner des problématiques pour les villes qui se trouvent, ou les habitations qui se trouvent en bordure d'eau. Vous avez par exemple Miami. Miami, en 2018 ou 2019, a eu littéralement les pieds dans l'eau. La mer était dans la ville. Quel est le résultat? Le résultat, c'est que les habitations ne sont plus assurables. Donc, l'assurabilité du monde va être de plus en plus difficile, puisque les événements climatiques sont difficiles à assurer, étant donné les coûts. J'ai vu il y a 2-3 mois à Roanne, pas très loin, une commune où les assureurs ont refusé d'assurer la commune, étant donné que les risques étaient beaucoup trop importants. Et on peut se retrouver face à ces phénomènes qui vont s'amplifier.
Et puis nous avons développé un monde depuis 1950 qui est adapté à un certain climat. Et quand ce climat change, eh bien, les infrastructures qu'on a mis des décennies à construire ne sont plus adaptées. Donc là, vous avez un exemple, on va dire léger, qui est la ville de New York, que vous voyez en bas, il y a quelques années, où l'ouragan Sandy avait avait détruit les pylônes qui n'étaient pas adaptés à une telle violence, et la moitié de la ville était sans éclairage. Donc, à partir du moment où l'énergie est disponible, ça peut ne durer que quelques heures. Lorsque c'est plus difficile ou plus étendu, eh ben, va se poser le problème de l'absence d'énergie pendant un certain temps. Et si on veut aller regarder au niveau de la montée des eaux, vous avez bien sûr des zones au niveau mondial que vous avez entendu parler, au Bangladesh, en Chine, mais beaucoup plus proche de nous. Voici l'Europe, et quand vous avez en rouge, ça veut dire que potentiellement, ces zones deviendront impactées par la montée des eaux. Parce que la montée des eaux, ça n'est pas une montée qui est tranquille. S'il y a une augmentation de 50 cm, il ne faut pas se dire c'est 50 cm. Non, ça se fait au fil des tempêtes qui vont aller plus haut, casser une digue, ou aller chercher, aller inonder une route ou un hameau qui jusque-là ne l'avait jamais été. C'est comme ça que ça se produit, c'est comme ça qu'on mesure. Et là, ça concerne quelques centaines de milliers d'habitants qui, dans les décennies qui arrivent, seront soumis à ces menaces. Alors tout ça, c'est pas très joyeux, hein. On commence plutôt mal, on va dire, à ce niveau-là. Et on va se demander, mais ça, en fait, ça arrive déjà. Mais ça arrive pourquoi? Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre, de dioxyde de carbone, plus précisément, depuis 1850. D'accord? Il y a deux choses qui sont évidentes. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ça? Pardon? C'est l'accélération, en fait. Alors, l'accélération, c'est la deuxième chose, et la première, elle est encore plus évidente. C'est l'augmentation. C'est l'augmentation, c'est tout simple. C'est que la première chose, on émet du dioxyde de carbone toujours plus. À part quelques exceptions, chaque année, on en émet plus que la précédente. Et la deuxième, c'est l'accélération qui se produit à partir de 1950, à partir du moment où les moteurs thermiques ont commencé à se diffuser sur Terre en particulier. Et on voit que jamais aucune innovation n'a commencé à faire diminuer cette émission de carbone. Donc il y a quelque chose avec le CO2 qui est assez simple, c'est que c'est un oxyde et que c'est super stable. Si vous prenez du CO2, vous le mettez dans une boîte, vous le fermez hermétiquement, vous revenez quelques millions d'années plus tard, il est toujours là, il n'a pas bougé. Il n'y a que deux moyens d'enlever le CO2 dans l'atmosphère, c'est quand il va au contact de l'eau de mer, enfin au contact de l'eau, il y a un phénomène de pression partielle qui fait que s'il y en a moins dans l'eau, il rentre, et s'il y en a plus dans l'eau, il sort. Et le deuxième, c'est quand il rentre au contact du sol avec une super machine qu'on appelle la photosynthèse, où les feuilles, par exemple, vont aller casser la liaison du carbone avec l'oxygène et récupérer le carbone. Il n'y a que ces deux moyens. Et ce qui fait que on peut avoir quelques facilités à calculer à combien de degrés correspond une masse de CO2 qu'on met dans l'air. En gros, dis-moi combien de CO2 tu mets, et je te dirai de combien augmente la température. Et pour le moment, à ce petit jeu, c'est 2600 gigatonnes de CO2 qui ont été émis depuis 1850. Et ça correspond à 1,2 degré. Ok, donc ça, c'est les travaux scientifiques, nos météorologues sont capables de nous dire ça. Et qu'est-ce qui se passerait si on continuait, business as usual, en se disant qu'on va quand même essayer de réduire un petit peu? Ben voici une proposition de courbe. Donc, on n'est plus dans l'accélération qui nous permet de construire notre société, mais on augmente un petit peu. Et bien ça correspond à la même surface que vous voyez sur la droite. 4 milliards de gigatonnes de CO2. Et là, je me tourne vers mon météorologue et je lui dis, ok, ça correspond à quoi comme augmentation de température? Et bien, ça correspond à quelque chose comme 2,8 à 3,9. Je vous renvoie aux 2,5 degrés. À partir de 2,5 degrés, le Shift Project estime que ça sera la guerre à peu près partout. Ça, c'est si on fait rien. Mais vous allez me dire, mais attendez, il y a des COP, on en est à la COP je ne sais pas combien,
et les pays se réunissent et ont mis des plans. Ben, voilà à quoi correspondent les plans qui sont émis à la COP 21. Donc vous voyez qu'il y a effectivement une diminution vers la fin du siècle, mais que la quantité totale n'est pas tellement différente de celle où on ne fait rien. Où on ne fait rien. Et la raison, c'est qu'on produit plein pot pendant les 30 prochaines années. Donc, vous voyez que la première diminution que vous voyez ici, c'est parce qu'on considère que les pays occidentaux qui émettent déjà beaucoup font des efforts, commencent à réduire. Et les pays en voie de développement, comme l'Inde ou la Chine, ont dit, nous, on a besoin d'augmenter et de construire nos infrastructures, donc c'est à partir de 2050, 2060 qu'on va commencer à réduire. Et ça, c'est les engagements des pays, et sans vouloir être péjoratif sur les promesses qui sont faites 30 ans à l'avance, je ne suis pas certain qu'elles seront tenues à tout prix à ce niveau-là. Bon, on va essayer d'être plus positif. Ok, si on veut rester en dessous des 2 degrés, c'est combien le budget carbone que l'on a? Donc, pardon, ça correspond à 2,4 à 2,9. Donc c'est mieux, mais on est déjà bien au-delà des 2 degrés. Et on est très probablement au-dessus des 2,5 degrés. Et bien, si on veut rester en dessous des 2 degrés, notre météorologue, il nous dit quoi? Il nous dit, ben, vous pouvez émettre de 600 à 800 gigatonnes de CO2. À votre avis, à la vitesse à laquelle on va, ce qu'on consomme en 2023, par exemple, combien d'années on a devant nous à ce rythme-là? 1 million. 1 million d'années et 5 années. Alors c'est entre les deux, c'est une vingtaine d'années à émettre, puisqu'on émet à peu près 40 gigatonnes par an. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait émettre cette quantité. Donc cette surface que vous voyez, ça correspond à la quantité réelle. Mais ça, c'est absurde. On ne peut pas continuer à 40 et puis du jour au lendemain passer à 0. Ça voudrait dire un arrêt immédiat de toutes les machines qui fonctionnent. Donc, il faut qu'il y ait un lissage. Et voici un lissage qui correspond à la même quantité de 600 à 800 gigatonnes. Donc, c'est à la bonne dimension. Et ça correspond aujourd'hui à 5 à 6% de décroissance des émissions de CO2 par an pour moins 65% en 2050. Et vous voyez que la courbe, elle est dure, elle est violente. Et ça, c'est ce qu'on peut encore émettre pour arriver et pour rester en dessous des 2 degrés. Bon, il faut qu'on arrive à comprendre. Comment ça se fait qu'on émette tant? Elles viennent d'où, ces émissions? Donc là, vous avez un smartphone, appareil qu'on a tous, appareil du quotidien. À votre avis, à partir de quand il émet du CO2? Alors, j'ai entendu au niveau de... Exactement, c'est à partir de l'extraction de métaux. Ça n'est pas donc très bonne réponse. Ça n'est pas à partir de l'utilisation, ça n'est pas à partir de la fabrication, c'est à partir de l'extraction des métaux. Donc on va regarder sa vie, de la poussière à la poussière, quand notre smartphone n'est qu'un ensemble d'atomes qui se trouvent sous la Terre, jusqu'à ce qu'ils finissent dans la poubelle, on va dire. Voilà le monde. Il y a dans nos smartphones entre 50 et 70 atomes différents. Pour rappel, les atomes, il y en a moins d'une centaine. Donc ça veut dire que pour construire ces bijoux de technologie, il faut qu'on aille quasiment chercher la totalité, enfin une très grande partie des atomes sous terre. Et malheureusement, ou heureusement, les mines sont réparties, les minerais ne sont pas répartis de manière uniforme sur la planète. Donc vous avez besoin d'aller chercher du cuivre au Chili, du cobalt en République du Congo, du coltan, du nickel, du néodyme, de l'osmium. Vous avez besoin d'aller chercher. Et ça, dans une mine, c'est extraction, concassage, broyage, séparation, tout ça. Il faut de l'énergie. Et une fois, pour pouvoir produire le minéral dans sa forme utilisable, mais une fois qu'on l'a produit sur la mine, il faut l'envoyer par bateau. Là, dans les usines de Chine, qui fait son électricité avec du charbon, il faut le produire. Et une fois qu'il est produit, il faut l'envoyer en France. Et une fois qu'il arrive par bateau en France, il faut aller le dispatcher dans les magasins. Puis,
Nous, la plupart du temps, on va en voiture, on va le récupérer, on l'utilise pendant sa durée de vie, donc durée de vie qui est à peu près de 2 ans en moyenne hein, pour un téléphone portable, et une fois qu'on l'a fait, on le jette. Voilà. Ça, c'est les émissions carbone. Vous avez en rouge, donc les émissions qui sont à tous les niveaux, et vous avez en rouge ce qu'on appelle l'empreinte nationale. Donc parfois on se base sur celle-ci pour dire l'émission de la France, mais en vrai, l'émission du téléphone, c'est la totalité. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte carbone. L'empreinte carbone de votre téléphone, de nos téléphones, c'est l'ensemble des émissions qu'il a fallu pour partir de la poussière à la poussière. Et ce raisonnement, on peut le répéter dans tout ce qui nous entoure. Donc tous les objets du quotidien, cette table, ce verre, cet ordinateur, ce siège, cette chemise, la lampe, tout ça, même si ce n'est pas passé par la Chine, a subi un processus de récupération de matériaux et de par l'énergie qu'il a transformée, des émissions carbone qui l'amènent jusqu'à nous. Bon, allez, là on a vu la partie qui est un petit peu anxiogène, c'est qu'est-ce qui se passe, mais il faut le comprendre, et quelle est l'ampleur. Maintenant, on va se dire, et on va essayer de répondre à la question, qu'est-ce que je peux faire à titre individuel pour réduire mon empreinte carbone et lutter contre ce réchauffement climatique? Ben, la première chose, c'est comprendre qu'est-ce qui émet le plus. Est-ce que c'est d'éteindre la lumière? Est-ce que c'est de couper l'eau quand je fais ma brosse à dents? Donc, comment on va faire pour faire ça? Eh ben, on va découper l'ensemble de notre vie, de notre société, en 6 thématiques. Vous avez les transports, tout ce qui concerne la mobilité. Je suis un être humain, je me déplace. Vous avez l'alimentation, il faut que je mange. Les services collectifs, donc ça va être la santé, l'armée, l'éducation, la sécurité. Vous avez les biens de consommation, où on va mettre notre téléphone, on va mettre notre frigo, la table sur laquelle on est, nos chaussures, etc. Vous avez la construction et gros œuvres, donc ça, il s'agit de la construction de nouveaux bâtiments ou l'entretien des infrastructures, comme les ponts ou les routes, et vous avez l'énergie des logements. J'habite dans une maison, et bien cette maison, qu'est-ce qu'elle utilise comme énergie? À votre avis, donc normalement, là, vous avez recoupé tout ce qui vous entoure, et chaque élément qui vous entoure, vous pouvez le classer dans une catégorie. À votre avis, quelle thématique est la plus émettrice en CO2? Biens de consommation, transport, alimentation. Et bien la bonne réponse, c'est les transports. Les transports, avec 27% des émissions, donc on n'est pas loin de l'alimentation, un quart et un quart. Puis viennent ensuite les biens de consommation avec 16%, l'énergie des logements avec 14%. Donc pour essayer de bien gérer nos efforts, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire, on va attaquer les 4 principales, qui sont donc dans l'ordre le transport, l'alimentation, les biens de consommation et l'énergie des logements. Et on va aller voir comment ça fonctionne et quelles sont les 3 actions qu'on peut faire à titre individuel. Donc, parmi toutes les actions, il y en a certaines que vous faites déjà. Donc, j'en suis persuadé en étant ici au Chambon que les modes de vie font que certaines choses sont déjà faites. Mais l'ensemble des propositions pourra vous permettre de savoir sur quoi d'autre vous pouvez agir. On ne va pas attaquer les services collectifs parce que je ne saurais pas vous donner de conseils sur comment faire pour réduire l'empreinte carbone de l'armée, de l'éducation. Et les constructions et gros œuvres, on va aussi les laisser de côté parce qu'ils ne représentent que 5% et que là aussi, ce n'est pas évident d'agir. Donc, sur les 4 autres, d'abord, un petit chiffre. Nous tous, nous émettons en moyenne 10 tonnes de CO2 par an. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les matins, vous prenez un sac à dos de 27 kg et il se vide. Vous allez vous coucher, le lendemain, vous avez à nouveau 27 kg. Donc c'est ça l'empreinte carbone. Et si on veut rester en dessous des 2 degrés, alors il faut que nos émissions individuelles tombent en dessous de 2 tonnes en moyenne chacun. Donc 10 tonnes, il faut tomber à 2 tonnes. C'est puissant. Rappelez-vous la courbe qu'il faut pour y arriver.
Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Alors, allons-y pour les transports. Alors, le transport, il y a parfois une confusion qui peut se faire au niveau des moyens et des objectifs. Les transports, comme la voiture, c'est un moyen. Et l'objectif, c'est la mobilité. Donc, avant de savoir comment on peut faire, on va essayer de comprendre pourquoi on se déplace. Et on va avoir 3 types de déplacements. On va avoir les déplacements courts. Les déplacements courts, c'est ceux, la plupart du temps, qui sont forcés, obligatoires. Je vais aller au travail, je ne peux pas ne pas me déplacer. Je dois amener les enfants à l'école, je ne peux pas ne pas me déplacer. Donc, moins de 20 km. Vous avez les déplacements intermédiaires, qui sont en dessous de 80 km, donc là, qui sont entre les deux, pour aller voir de la famille à Firminy ou à Sogg, pour me déplacer pour aller en forêt, ou pour aller au cinéma si il est au-delà de 20 km, mais ce n'est pas le cas ici. Et donc ces déplacements, ils vont correspondre à une quantité de kilomètres. Pour le moment, chacun de nous fait en moyenne 15 500 km par an. Ça correspond à un Paris-Tahiti. C'est une moyenne. Donc certains se déplacent moins et certains se déplacent plus. Comment ils sont composés? Eh bien, en fait, la moitié des transports, des émissions de carbone dans les transports, sont les distances courtes et moyennes. Et la moitié sont les distances longues. Donc on ne peut pas se dire je vais travailler uniquement sur un des deux, il faut travailler sur les deux. Je vous rappelle, déplacements courts, c'est souvent des déplacements obligatoires. Et les déplacements longs, c'est pour aller au ski en vacances, une très très grosse majorité. Donc ce sont des déplacements choisis. L'impact sur le climat, il est assez clair. 77% des émissions liées à nos déplacements proviennent de la voiture. 16% proviennent de l'avion. Donc voiture plus avion, c'est déjà 93% des émissions. Et puis vous avez 7% pour les trains, les bus, transports en commun, métro, etc. Et vous avez bien sûr marche à pied et vélo à 0%. Donc on va essayer maintenant de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces déplacements. Vous avez, sur une base, disons qu'un déplacement en voiture émet 10 d'unités, la possibilité, lorsque vous êtes en déplacement court, vous posez la question, est-ce que c'est quelque chose que je peux faire à pied? Moins de 2 km, à pied ou en vélo? Est-ce que je peux remplacer les méthodes de transport? Ou, lorsque c'est possible, alors je ne connais pas la densification des cars dans les alentours, s'il y en a beaucoup, énorme, qui permettrait d'avoir d'identifier où se trouvent réellement les déplacements pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de dire non, je préfère ne pas prendre ma voiture. On est très gâtés, très gâtés. Mais il y a beaucoup d'endroits où c'est effectivement difficile. La société n'a pas été prévue pour ça. La société était prévue pour le pétrole à l'infini et une croissance infinie. Donc on a construit ce qui était le plus simple. Et ce qui était le plus simple, c'est d'avoir une voiture. On a un bus par jour. Bon. Donc, remplacer, quand c'est possible, par la marche à pied, le vélo ou les transports en commun, ou essayer de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de transports en commun. Et lorsque ce n'est pas possible, parce que si on se déplace à 20 km aller-retour en vélo, c'est chaud, s'il pleut, c'est chaud, vous avez la possibilité de développer le covoiturage. Parmi vos voisins, qui est-ce qui a les mêmes déplacements régulièrement? Donc c'est peut-être à construire, c'est peut-être difficile de se dire, en fait, je vais avoir une petite contrainte supplémentaire, je vais attendre 5 minutes pour que mon voisin vienne et qu'on soit sur la même, aux mêmes horaires. Mais on passe d'une base 10 à une base 5. Donc le fait de se mettre à plusieurs en voiture, pour les enfants qui vont à l'école, pour le travail, pour les déplacements, permet déjà de faire un effort de division par 2. Il faut savoir qu'actuellement, sur Terre, les déplacements, c'est 1,2 personnes par trajet en voiture. Donc ça veut dire qu'on est presque tout le temps seul dans sa voiture.
Donc le fait de multiplier et de faire les déplacements à plusieurs, c'est toujours ça de gagner. La deuxième, c'est des voitures moins lourdes. Il y a quelque chose qui a été tellement oublié, c'est que l'énergie potentielle et l'énergie cinétique d'un objet dépendent de sa masse. Plus c'est lourd, plus il faut d'énergie. Et plus il faut d'énergie, plus il y a des émissions de CO2. Donc privilégier les voitures les plus légères. Donc ça rentre dans le cadre d'une construction, de se dire ma prochaine voiture, moi la mienne je l'ai malheureusement achetée bien avant et elle pèse ces 2 tonnes. Mais l'objectif est de se dire je veux maintenir la mobilité, alors en réduisant les émissions et en prenant une voiture plus petite, je vais dans la bonne direction. Puis après il y a une question qui est parfois contre-intuitive, c'est le passage à la voiture électrique. Si vous, je ne citerai pas de marque, vous prenez une voiture électrique de 2,5 tonnes, vous avez tout faux. Enfin, nous avons tout faux. Je m'étais beaucoup posé la question il y a une dizaine d'années. Vous pouvez, en prenant une voiture électrique plus lourde, augmenter les émissions de CO2. Donc la voiture électrique, à partir du moment où son poids rentre en compte, et qu'on part sur des voitures de 500 kg ou d'1 tonne, alors il peut y avoir un effet extrêmement diminuant. Et il y a beaucoup d'autres questions sur la production énergétique nécessaire. Et puis le quatrième, qui est quelque chose d'ultra facile à mettre en place, c'est l'éco-conduite. L'éco-conduite, c'est de se dire, je ne roule pas comme un calu, c'est pas parce que c'est limité à 130 que je vais à 130, maintenir une vitesse régulière, entre 2 feux rouges, ne pas accélérer, enfin c'est des choses qu'on connaît depuis longtemps, mais à partir du moment où on n'a pas spécialement pas problématique du coût de l'essence parce que c'est pas cher, ni la problématique du CO2, peut-être que certains ne se posent pas la question. Pourtant, si vous réfléchissez, donc là j'ai vu en passant que le gazole était à 1,91, si vous appliquez le prorata à passer de 10 à 8, c'est comme si vous le payiez 1,50 €. Donc si vous aviez une station-service dans le coin qui dit non, on n'est pas à 1,90, on est à 1,50, à mon avis, il y aurait la queue. Et ça serait justifié. Donc le fait de faire l'éco-conduite, ça vous amène à la même direction, peut-être en perdant 30 secondes ou 1 minute, et ça peut faire réduire de 20%. Donc ça, c'est les voitures, les trajets courts, on ne peut pas les éviter, mais il existe des solutions pour limiter. Maintenant, on va regarder l'avion. Alors je pense que on est peu nombreux à prendre l'avion ici, puisque c'est surtout les franciliens ou dans les grandes villes, mais ça nous arrive. Donc on va se regarder tranquillement un petit Paris-New York. Est-ce que vous avez une idée de la quantité de CO2? Vous faites l'aller, vous faites le retour, une douzaine d'heures. Je ne sais plus si c'est une douzaine d'heures l'aller. Enfin, c'est quelques heures. Est-ce que vous pouvez me donner 6 Ah, 6 heures, donc 12 heures aller-retour, oui. Alors, est-ce que vous avez une idée de quelle quantité de CO2 est émise pour un vol Paris-New York? Là, c'est marqué 10 tonnes, c'est ça? Non, ça, c'est les 10 tonnes, c'est ce que nous émettons. À titre individuel, nous émettons tous 10 tonnes par an, en moyenne. Eh bien, ce que personne ne se jette à l'eau, c'est 2 tonnes. Donc, je vous renvoie à la moyenne qu'il faudra atteindre, c'est 2 tonnes. Si vous faites un Paris-New York, alors le budget carbone est déjà épuisé. C'est ça, le coût carbone d'un déplacement. Par personne ou par avion? Par personne. Oui, oui, vous prenez l'avion, votre coût carbone. Non, c'est une question qu'on peut poser. C'est 2 tonnes par personne. En prenant l'avion, on a déjà atteint son budget carbone. Alors, on va faire une petite précision. Qu'est-ce qui émet le plus en France? J'ai dit 10 tonnes, mais on n'émet pas tous pareil. Il faut savoir que les 10% les plus riches émettent 3 fois plus que le français moyen. Et les 10% les plus pauvres émettent 3 fois moins que les français moyens. Mais ce n'est pas non plus linéaire. C'est-à-dire que le quart des 10% les plus riches qui émettent le moins émettent moins que le quart des plus pauvres qui émettent le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il existe parmi les plus riches, les 10% plus riches, qui émettent moins que parmi les plus pauvres. Donc c'est lié en partie à la richesse. Plus on a de richesse, plus on a de loisirs, on va dire, et plus on a de services, mais pas que.
On ne peut pas stigmatiser ou essentialiser le niveau de richesse. Un petit Paris-Londres. Quelqu'un veut se jeter l'émission de carbone? Eh bien, c'est moins que ça. C'est 280 kilos pour faire un Paris-Londres qui est beaucoup plus proche que de traverser l'océan. Donc 280 kilos pour le faire en avion. Donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Ben, la première chose, c'est peut-être de choisir des destinations qui sont plus proches. Et ça peut faire des réductions qui sont atteignables en train. Les réductions peuvent être divisées par 10, voire par 50 sur certaines lignes de TGV qui vont relier des grandes capitales. Donc on peut toujours partir en vacances, toujours découvrir de nouvelles civilisations, mais la question va se poser, si je pars à l'autre bout du monde, eh bien je dépasse mon budget carbone. Donc quand on le sait, on se pose la question et on se demande, est-ce que je vais prendre l'avion? Alors notre société, encore une fois, a été construite autour de l'absence de réchauffement climatique et sur l'énergie illimitée. Et de nombreuses personnes sont allées s'expatrier loin parce qu'elles avaient la possibilité de revenir voir leur famille. Donc si vous leur dites, mais attendez, moi je ne vais plus voir ma famille, c'est problématique, c'est des questions à se poser. Comment est-ce qu'on fait? Et à notre niveau, eh bien, se poser la question, comment je fais pour, ne pas faire les déplacements longs en avion et remplacer l'avion par les transports en commun et les lignes ferroviaires. Donc là, on vient de survoler la partie transport. Donc on rappelle, 77% c'est la voiture, et les solutions et les conseils qu'on peut avoir, le top 1, c'est réduire le plus possible l'utilisation de la voiture. Qu'est-ce que je peux faire pour soit ne pas l'utiliser, soit l'utiliser à plusieurs? Ensuite, pour les trajets longs, toujours privilégier le train. Alors, je pense qu'ici, peut-être la gare la plus proche, elle est où? Elle est à Firminy, donc, ouais, donc vous êtes mal desservi, donc c'est pas forcément évident. Et donc ces conseils ne s'adaptent pas, c'est ce que je précisais, ne s'adaptent pas pareil selon les territoires. Et adopter l'éco-conduite, ça c'est ce qu'il y a de plus simple, de se dire je vais économiser l'énergie. Et en plus, on économise de l'argent. Et avec ça, on peut réduire d'un tiers. Ça correspond à ça, si on applique un petit peu de tous les conseils, on arrive à une diminution d'un tiers. Au niveau de l'alimentation, deuxième thématique. L'alimentation, quel est pour vous l'aliment qui émet le plus de gaz à effet de serre et pourquoi? La viande. La viande de bœuf, et plus précisément, c'est ça, c'est la viande de ruminant. La viande de ruminant, c'est-à-dire bœuf, veau, mouton. Non, le cheval est une viande rouge, certes, mais ce n'est pas un ruminant. Parce qu'on va essayer de comprendre plus tard pourquoi c'est le cas. Et voici the big winner. Là, on va vous donner l'équivalent en kilomètres parcourus. Ça, c'est 1 kg de ruminant. 227 km parcourus avec une voiture moyenne. Le Chambon, Lyon, le Chambon, c'est à peu près 225 km. Si vous prenez votre voiture, que vous faites un aller-retour du Chambon, Lyon, jusqu'ici, il y a eu autant de CO2 émis que si vous mangez 1 kg de bœuf. Ah ben ça, je ne sais pas, mais néanmoins, ça équivaut à ça. Donc il y a deux choses qu'on remarque. Enfin, on va dire une chose, c'est que tout ce qui émet le plus, c'est des produits d'origine animale. Vous avez ensuite tout ce qui va être porc, où on tombe à 50, et le fromage. Alors la raison pour laquelle le fromage est aussi élevé, c'est que pour faire, par exemple pour le comté, le fromage à pâte dure, il faut 8 à 10 litres de lait. Et ce litre de lait, il est produit par des vaches. Et on va comprendre pourquoi ça émet autant. Et vous avez tout en bas tout ce qui va être grande culture, les céréales, et tout ce qui va être fruits et légumes. Donc, où on est
dans des 50 fois moins émetteurs que 1 kg de bœuf. Donc ça, c'est la réalité des chiffres. Et c'est pénible d'entendre ça, parce que, bon, moi, j'aime la viande. Donc il y a des viandards. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben déjà, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi on nous dit, si vous voulez réduire votre empreinte carbone, eh ben, il faut moins consommer de viande. Ça, c'est une gentille vache. C'est pas un fin gras du mézin. Eh bien, la première chose, c'est qu'elle rote. Et quand elle rote, elle a 4 estomacs, elle y va à fond, toutes les minutes ou toutes les 3 minutes, elle émet du méthane. Et le méthane, sur son pouvoir de réchauffement sur 100 ans, il est 28 fois plus grand que le CO2. Donc c'est très puissant. Donc en faisant ça, le nombre de vaches est directement lié à l'émission de méthane. Mais il faut les nourrir. 70% de la surface agraire au niveau mondial est consacrée à des cultures qui vont nourrir des animaux dont nous nous nourrissons. Donc 70%, c'est fait uniquement pour les nourrir. Donc c'est une place énorme, et cette place, eh ben, au Brésil ou dans d'autres pays, ben, il faut couper les forêts. Il faut couper les forêts et il faut cultiver cette nourriture pour les nourrir. Et comment on fait? Eh ben, on a mis en place un système d'agriculture intensive qui va être basé à base d'engrais, aussi de moindre importance de véhicules mécaniques. Mais alors, j'en reviendrai sur les engrais après. Une fois qu'on va passer la vache à la réforme, il va y avoir un système de réfrigération, de congélation pour maintenir. Puis, il va y avoir du transport, puisque nous ne sommes pas du tout en consommation locale. Hein, et vous trouvez de la viande qui vient de tous les pays, du Brésil, des États-Unis. Enfin, vous avez entendu parler de scandales qui arrivent régulièrement sur le fait qu'on ne consomme même plus nos propres vaches. Donc, des déplacements, et puis, il faut aussi l'empaqueter dans du plastique, dans du carton. Tout ça, et donc pareil pour le fromage, et tout ça, ça va être des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez les émissions de CO2 liées directement à la coupe des forêts, puisque vous coupez une forêt, c'est le CO2, le carbone, pardon, qui est compris dedans, va finir en CO2. Vous avez l'utilisation d'engrais. L'engrais va se décomposer en protoxyde d'azote. Alors lui, il est encore plus sévère, c'est aux alentours de 300 fois plus puissant que le CO2. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup moins qui est émis, mais ça n'est pas négligeable dans le réchauffement climatique. Donc c'est le NO2 que vous voyez. Vous avez la réfrigération du CO2, le transport du CO2 et tout ce qui va être marketing du CO2. Voilà pourquoi notre vache arrive à des taux aussi importants d'émissions. Donc, rapidement, si jamais on le remplace par des légumes, déjà on n'aura plus à nourrir ces légumes, mais il peut, sous certaines formes, avoir besoin de serre, de serre chauffée. Donc ça, c'est aussi émetteur en CO2. Néanmoins, on n'a plus les émissions de méthane, qui sont une très très grosse partie des émissions de l'agriculture. Et en prenant des légumes de saison, locaux et en vrac, on va aussi réduire les émissions de CO2. Donc en gros, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est peut-être ce que vous faites déjà tous, c'est aller au marché en prenant des produits locaux. Maintenant, sur les marchés, aujourd'hui, la production locale ne permet pas à la population de se nourrir. Il manque énormément d'aliments qui permettraient d'avoir quelque chose de complet, et plus on va consommer dans ces eaux-là, dans le de saison, local, en vrac, plus on va accompagner le changement. Donc, on a des diminutions sur la plupart des postes qui nous permettront d'avoir cet effet. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, tout simplement, c'est se remettre au fourneau. Se remettre au fourneau, c'est cuisiner, c'est se réapproprier notre alimentation. Il y a un développement qui se fait de plus en plus. On va acheter de la nourriture qui est déjà prête parce que c'est plus pratique.
Bien, j'entends, c'est plus pratique. Néanmoins, la conséquence, l'externalité négative, c'est l'émission de carbone. Donc si on veut lutter et se dire qu'on a envie de faire baisser les choses, eh ben, serait approprié les fourneaux se remettre à cuisiner. Ça a un côté aussi, qui est-ce qui cuisine quasiment tous les jours sa nourriture? Donc on en a, oui, bien 2 tiers qui cuisinent déjà tous les jours. Eh ben, donc vous appliquez déjà ce conseil. Alors, mangez mieux et moins. Vous avez des effets psychologiques du thème, du style. Si vous avez une assiette plus petite avec une quantité égale, votre cerveau arrive à satiété plus tôt. Donc vous consommez moins tout en ayant l'apport complet. Et ensuite, le gaspillage. Le gaspillage, ça on le sait. On le sait, il y a beaucoup de luttes qui sont faites contre ça. Néanmoins, ça représente 1/3 de la nourriture. Donc dans les pays en voie de développement, c'est plutôt relié à des ruptures de la chaîne de froid et de la conservation. Et dans les pays riches, eh ben, ça va être dans les pays développés, ça va être par exemple dans la restauration collective ou des dates de péremption qui sont dépassées même si le produit est encore consommable. Donc ne pas gaspiller. Et puis ça se fait aussi sous d'autres formes, c'est-à-dire que les producteurs vont avoir tendance à proposer ce qui s'achète le plus. Et tout ce qui sort de la norme, des belles tomates bien rondes, des belles carottes bien comme il faut, eh ben, auront tendance à être même jetés en amont. Donc préférons les moches, et en plus c'est beaucoup plus ludique avec les enfants d'avoir des fruits et légumes qui ont des formes bizarres. Donc ça, l'alimentation, elle est composée, les émissions sont composées à 44% par les viandes et 17% pour les produits laitiers. C'est-à-dire qu'on a déjà plus de 60% sur les produits animaux. Petite parenthèse sur les boissons, 17%, c'est pas négligeable. Donc les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda, eh ben, ça peut être pour certains bien sympa, mais voilà, l'externalité négative, c'est que ça représente 17%. Donc on peut aussi réduire à ce niveau-là et réaugmenter. Forcément, il faut compenser. Et tout ça, moins de produits d'origine animale, cuisiner de saison et local, on s'adapte. Il n'est peut-être pas nécessaire d'avoir des mangues et des noix de coco, et il n'est pas nécessaire d'avoir des fraises en janvier. On peut accéder à augmenter tout ce qui va être ce que faisaient nos anciens, on va dire, hein, de manger ce qui était de saison, ce qui était produit. Et manger mieux et gaspiller moins. Et ça représente à plus d'1/3 de réduction en faisant ces quelques efforts. Donc moi, de mon point de vue, des choses les plus simples à faire, ça a été de réduire la viande par 2 à 3. Donc c'est tout simplement, même si c'est quelque chose de familial qui était inclus, moi ma mère, elle ne sait pas faire un repas sans qu'il y ait une viande. Elle construit autour d'une viande. Ben, en fait, on peut faire l'inverse. Quel légume je veux, au lieu de quelle viande, et ah tiens, maintenant que j'ai ma viande, je vais faire l'accompagnement, et bien dans l'autre sens, qu'est-ce que je vais faire comme légume, et puis avec quoi je vais l'assaisonner. On a vu l'alimentation, les quelques conseils, et on va regarder les biens de consommation. Alors les biens de consommation, il y a ce qu'on appelle les 3 R. Récemment, je crois qu'il s'est même transformé les 5 R. Est-ce que ça vous parle, les 3 R? Les 3 R, c'est 3 règles que vous pouvez appliquer à tout achat que vous faites. Est-ce que vous avez donc tout achat que vous faites et qui conduirait à réduire l'empreinte carbone que vous avez? Donc la première règle, est-ce que vous avez une idée? Donc c'est un mot qui commence par R, un verbe qui commence par R. Recycler. Réfléchir, ça aurait pu être une bonne réponse. Recycler, ça en fait partie, mais ce n'est pas le premier. La première question qu'on se pose, c'est réduire ou rien. Donc ce n'est pas un verbe, là, je viens de en erreur. C'est-à-dire, j'achète quelque chose, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je le fais parce que je remplace quelque chose qui me plaît moins? Est-ce que je le fais, pour quelle raison je le fais? Donc, réduire les achats. Et l'effort qu'il y a à faire, c'est de réellement se poser la question. Je le prends, j'en ai réellement besoin, ou je m'en passe. Réutiliser. Réutiliser, ça veut dire faire durer dans la vie. On va voir ce que ça veut dire sur un appareil numérique. Et ça veut dire réutiliser, pas forcément par moi, mais réutiliser par quelqu'un d'autre.
J'ai un enfant de 5 ans, il grandit, et ben, ses habits peuvent être utilisés par d'autres, qui pourront être utilisés par d'autres. Donc c'est mettre en place cette, on va dire, économie circulaire, cette continuité des biens pour réutiliser l'ensemble de nos biens qui nous entourent. Et enfin, le recyclage qui a été cité tout à l'heure, quand c'est en fin de vie, ça peut être récupéré, soit pour être remis en forme, soit pour récupérer les matériaux qui eux-mêmes nécessiteront. Donc ce processus émet moins de CO2 que d'avoir à tout réextraire. Pour un t-shirt, c'est 98% si vous le récupérez la matière, plutôt qu'aller rechercher le coton avec tout ce qui se passe autour. 98%, c'est plutôt pas mal. Donc, on va regarder un petit peu plus pour les biens de consommation sur le numérique. Comment on applique cette règle des 3 R? Déjà, on va regarder l'évolution du numérique. Ça, c'est une vision de l'ensemble des données qui étaient échangées dans le monde en 2010. 2010, hein, donc on n'est pas en 1981. Ça, c'est la quantité de données qui se diffusaient sur le réseau en 2020, multipliée par 17. 30% de croissance par an. Donc au moment où on en est à essayer de se dire il faut réduire le carbone, les émissions carbone, le numérique, lui, a une croissance de 30% par an, c'est-à-dire qu'il double tous les 2 ans et demi. Aujourd'hui, le numérique émet plus de CO2 que toute la flotte de camions du monde. Et à son rythme, en 2025, ça aura dépassé toute la flotte de voitures du monde. Et vous le voyez sur la droite, le téléphone portable a dépassé, alors je ne sais plus, en 2018, a dépassé en termes d'émissions les ordinateurs fixes ou autres. Comment est-ce que ça se répartit? On va avoir 3 grosses parties. Premièrement, la création des appareils, la création physique. Mon smartphone, mon ordinateur, il faut que je le construise. Ensuite, vous allez avoir là où sont stockées les données. Vous avez d'immenses serveurs où les mails sont stockés, où les applications sont stockées, etc. Et vous avez le fonctionnement lui-même. Quand il y a des informations qui partent du téléphone, alors il y a de l'énergie qui est derrière. Et ça n'est pas que de l'énergie électrique qui est derrière, puisque vous avez besoin de conditionner les serveurs à des températures particulières et vous avez besoin de les réfrigérer. Eh bien, 2 tiers, 37%, plus 33%, plus de 2 tiers provient de la fabrication elle-même des appareils. Vous avez derrière un 6e qui provient des serveurs et vous avez un 6e qui provient de l'utilisation directe. Donc c'est beaucoup. 2 tiers, ça veut dire que c'est là qu'on va essayer de se dire, ah d'accord, c'est là, bon, si je fais des efforts, c'est plutôt de ce côté. Aujourd'hui, on a tous, en moyenne, 5 appareils numériques connectés, d'après les études qui ont été réalisées. Vous en avez ici 5 exemples. Un téléphone personnel, un téléphone pro, un ordinateur, une montre connectée, une télé connectée, vous pouvez avoir une tablette connectée, vous pouvez avoir, hier après-midi, je voyais une tondeuse connectée. Il y a 5 appareils par personne. Ben, la première chose, c'est de réduire ce nombre d'appareils. Et on pourra se poser la question des 3 R. Ben, premièrement, est-ce que j'en ai réellement besoin? Moi, j'ai un de mes collègues de travail, je travaille dans le numérique, qui a averti par ses emails sur sa montre, sur son téléphone, sur son ordinateur portable. Donc, est-ce que c'est réellement utile? Donc la première chose, c'est est-ce qu'on ne peut pas limiter ces appareils à nos stricts nécessaires? Et vous avez par exemple, si certains ont 2 téléphones, un téléphone pro, un téléphone personnel, et ben, avec la carte SIM, on peut jouer pour ne pas avoir on peut mettre 2 cartes SIM dans un même téléphone. Ok, donc en réduisant, c'est la première chose, se poser des questions. Et la durée moyenne de vie d'un smartphone, je vous l'avais dit au début, c'est 2 ans. Et la durée moyenne de vie d'un ordinateur, c'est 4 ans. Donc la première chose de bon sens, c'est de se dire, mais on va peut-être essayer de faire durer les appareils. Parce que si mon smartphone, au lieu d'essayer de le remplacer parce que on m'a dit qu'il y avait une super précision de pixels pour les photos que je prends, que je regarde une fois dans ma vie,
ou certaines sont très bien, on peut les conserver, mais dont la qualité, bah, c'est pas très grave. On regarde sur un smartphone, on n'a pas besoin d'afficher sur grand écran. Donc l'appareil qu'on a peut parfaitement correspondre. Et si vous les faites durer 4 ans au lieu de 2 ans, c'est déjà divisé par 2 le coût. Donc ce geste de se dire je fais durer, je protège et je l'utilise un minimum, je vais revenir sur ce que ça veut dire, c'est un geste qui va permettre de faire durer les appareils et donc de ne pas avoir à les fabriquer. Facile à réparer et à changer la batterie. La batterie, c'est ce qui peut souffrir le plus. Vous avez par exemple la possibilité de vous mettre en mode avion pendant la nuit. Donc le mode avion, c'est un simple bouton, ça veut dire que votre téléphone ne va plus fonctionner, ne va plus recevoir de données, et donc un tiers de la journée, la batterie sera économisée. Donc pour que ça soit facile à réparer et à changer la batterie, eh ben, il y a la possibilité de sélectionner les appareils. Et donc ça, il y a peut-être à aller demander à votre fournisseur, est-ce que mon téléphone peut facilement changer de batterie? Est-ce que le modèle de batterie existe? Est-ce que les pièces sont changeables? Dans la société de consommation, avec la fin de l'obsolescence programmée, on doit changer une pièce d'une machine à laver, ben, c'est moins cher d'en racheter une neuve. Bon, ben, si on fait pression sur le fabricant, lui dire mais moi je hiérarchise la réparabilité, c'est un indice qui est apparu il y a quelques mois, quelques années, sur la capacité d'un objet à être réparé et non pas remplacé. Donc je peux choisir, je peux le faire adapter, je peux choisir adapté à mes besoins. Donc inutile de rajouter application après application, inutile de prendre un appareil dont on vantera les mérites de quelque chose dont je n'ai pas besoin. Je me pose la question, réduire ou rien. Donc là, le mode avion, ça c'est un conseil tout simple qui permet d'économiser la batterie d'un tiers. Juste avant de m'endormir, je le coupe et je le remets en réveillant. Et enfin, limiter les notifications et les applis inutiles. Parce que quand vous avez une application, ben vous recevez. Et si vous recevez, ça veut dire qu'il y a des ondes qui ont demandé de l'énergie à être émettre. Ça veut dire que les informations sont démultipliées. Donc, en agissant sur vos équipements, avec les quelques conseils qu'on a vus, ça vous permet déjà de réduire l'empreinte carbone. Et lorsqu'on arrive en fin de vie, on l'a fait durer. Notre téléphone, on l'a depuis 5 ans, 6 ans, il ne correspond plus aux normes, mais il me sert, et au bout d'un moment, c'est fini, ça ne marche plus. Ou on le remplace. Dans ce cas-là, on a un réflexe, c'est de le mettre dans un tiroir. D'après les quelques chiffres que j'ai pu voir, on a 8 milliards de téléphones sur Terre, de smartphones en action, et on a 4 milliards de forfaits. Ça voudrait dire qu'il y aurait 4 milliards de téléphones qui se baladent dans des tiroirs ou je ne sais où, non utilisés. Et ben, au lieu de faire ça, ça peut être donné, par exemple, à un ado ou qui va avoir son premier téléphone et qui n'a pas besoin de plus. Donc pas besoin de l'acheter, ça peut lui donner une durée de vie d'1 an de plus. Donc un effort supplémentaire qui évitera cet achat et cette consommation. Et puis ensuite, je le jette. Et bien là aussi, les fournisseurs sont obligés d'accepter que vous leur rapportiez et de faire ce qu'il faut pour les recycler. Donc ça peut être contraignant, mais il faut bien se pousser. Si on veut agir, on peut se pousser à se dire je vais rapporter mes appareils usagés, aussi bien numériques, enfin tout ce qui est numérique, au fournisseur. Et c'est lui qui fera l'action de faire en sorte qu'il soit recyclé. Ça représentait les 60%, les 70% des appareils. Là maintenant, on va regarder les infrastructures. Donc les data centers. Eh bien, sur ces 30%, vous en avez 75% qui sont les vidéos. YouTube, Netflix, TikTok, et je vous passe la 4e catégorie. Ça, c'est 75% des émissions carbone. Et ça, avec TikTok et l'explosion actuelle qu'il y a, ça augmente pas mal.
Donc, il faut savoir que si vous regardez en 4G ou en 5G, une vidéo, vous consommez beaucoup plus que si c'est en Wi-Fi. Donc, un des premiers conseils, ne regardez pas de vidéo en dehors d'une connexion Wi-Fi. Est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'une connexion Wi-Fi? Oui. Et donc, la 4G et la 5G, c'est quand vous êtes en dehors et que vous captez quand même. Donc, par exemple, vous avez possibilité avec Netflix, si vous voulez vraiment regarder le film, de le télécharger quand vous êtes en Wi-Fi et plus tard de le regarder à n'importe quel endroit sans qu'il y ait de transfert par les ondes, donc moins d'émissions carbone. Et puis, toujours se poser la question, hein, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre la nouvelle, la dent du dernier né, de la transmettre aux 30 personnes de ma famille, alors que on va dire que tout le monde s'en fout un peu. Néanmoins, ça fait augmenter les débits de vidéos. Est-ce qu'on en a besoin? Et puis s'il y a des vidéos que j'aime bien, je les enregistre en local. Et les écrans. On a des smartphones où on nous propose et où on achète des téléphones de plus en plus puissants au niveau de leur écran. Pour ne pas voir la différence. La différence entre du 480, donc c'est une norme de pixelisation, on va dire, et les 2K, sur un smartphone, l'écran est trop petit pour qu'on la voie. À la rigueur, si vous avez un écran gigantesque, ça peut avoir effectivement un impact, mais pas sur nos smartphones. Et pourtant, c'est ça qu'on nous vend. C'est une amélioration de quelque chose dont on ne se rend pas compte. Et quand vous regardez le différentiel d'émissions de CO2, c'est exponentiel. C'est-à-dire que quand vous choisissez de regarder une vidéo, allez directement regarder quelle est la définition de l'image. Si vous avez possibilité de descendre en 480, moi je regarde beaucoup de conférences qui sont faites sur YouTube et systématiquement je vais regarder la définition de l'image et je la diminue au maximum. Bon, le type de vidéo que je regarde fait que déjà eux-mêmes sont au minimum, donc on a des choses déjà bien pixelisées, mais quand vous regardez le différentiel de la qualité de l'image, vous comprenez qu'une action simple, c'est de se dire je vais vérifier le débit, donc la qualité de l'image, ça va correspondre, et je vais le réduire. Et la plupart du temps, je ne verrai pas la différence. Pas de 4G, pas de 5G dans la mesure du possible. Parce que c'est là qu'il y a le plus d'émissions carbone et privilégier le Wi-Fi. Et ça, sur ces 16%, on va arriver en acheter moins, de meilleure qualité. Oui, je n'ai pas précisé, c'est que le but n'est pas de faire la guerre au numérique et de se dire il n'y aura plus de numérique. C'est qu'en faisant durer les appareils, ça nous laisse le temps, plus de temps pour s'adapter. Donc on peut acheter de meilleure qualité. S'il y a des personnes qui travaillent dans le traitement de vidéo, le conseil, c'est acheter un matériel qui va durer 5-10 ans. Donc de la qualité. Le deuxième, acheter ou vendre d'occasion. Alors ça, je ne l'ai pas, effectivement, ça, je l'ai peut-être oublié de le préciser. Les économies circulaires, les brocantes, est-ce qu'il y a souvent des brocantes dans le coin? Donc les brocantes, alors moi j'ai l'impression, j'aime bien ça, donc j'y vais assez souvent, j'ai l'impression que ça se développe de plus en plus et qu'on peut trouver de plus en plus de choses différentes et trouver du seconde main d'excellente qualité. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, seconde main? Ça veut dire que vous évitez la création d'un objet. Donc, l'émission carbone liée. Et enfin, recycler les appareils. Et ça nous permet aussi une diminution d'un tiers. On va terminer sur les 4 thématiques sur l'énergie des logements. Alors, quel usage émet le plus entre une douche, l'ensemble des douches et l'ensemble des bains et l'ensemble de l'eau chaude pour cuisiner, entre le chauffage pour qu'on puisse passer l'hiver, la cuisson des aliments et l'électricité en chauffage, évidemment, qui nous apporte la lumière. À votre avis, c'est lequel? Chauffage. Mais oui, tout le monde est parfaitement au courant. Le chauffage, et c'est le grand gagnant, puisque quand on regarde, 78% des émissions carbone sont liées au chauffage. Ensuite, 12% sur l'eau chaude, et l'électricité,
c'est que 6%. Alors la raison pour laquelle c'est ça en France, c'est que l'électricité est déjà décarbonée. Vous le savez, l'énergie est à 75% nucléaire, qui est à faible émission carbone, à très faible émission carbone, qui fait que l'électricité que l'on utilise n'a pas d'émission ou une faible émission de carbone. Et pour la même raison, le chauffage, l'électricité n'arrive qu'en troisième position. On a le chauffage au gaz, chauffage au bois et à peu près équivalent après le chauffage au fioul. Donc la première chose à faire, c'est d'éliminer les chauffages au fioul. Donc c'est pas simple, il y en a peut-être d'entre vous qui l'ont, et on est confronté à comment on fait, parce qu'il y a des coûts qui sont derrière. Mais de toute façon, le chauffage au fioul est condamné. Par contre, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire quand. Donc, on va regarder un petit peu le chauffage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le premier conseil, il est tellement évident que ça vous fera peut-être sourire, c'est de mettre un pull. L'objectif est d'avoir chaud. On a chaud quand on a de la chaleur autour de soi. Et un pull permet de maintenir cette chaleur et de baisser la température globale. Parce qu'il faut bien comprendre que 1 degré de moins de chauffage, c'est jusqu'à 10% d'économie. En moyenne, je crois que c'est aux alentours de 7%. Flûte alors, si je vais trop vite. C'est jusqu'à moins 10%. Donc la question est, est-ce que j'ai besoin d'avoir 22 degrés chez moi? Est-ce que je peux réduire? À combien je suis à l'aise? Il y en a, ça sera... j'ai une grand-mère qui a besoin de 23 degrés, sinon elle a froid. Bon, on comprend, il y a certains qui sont plus frileux, d'autres moins. C'est 16 degrés, c'est très froid, 18. Bon, à vous de voir, mais chaque degré qui est diminué, c'est une économie de CO2 et une économie de porte-monnaie de 7 à 10%. On va essayer de comprendre ce que c'est que ce chauffage. Donc là, on va refaire appel à un biologiste et au médecin qui va nous dire qu'on a froid parce que certaines zones du corps, qui sont des zones où il y a qui sont particulièrement veineuses, où les veines sont en fleur de peau, qui ressentent mieux le froid, puisque la chaleur se diffuse mieux par eux. Et les zones sont en rouge, sont celles qui sont les plus exposées au froid. Donc, pas avec votre pancho, monsieur Houille, pour ceux qui ont la ref, et bien si, avec votre pancho. Le pancho, c'est un autre type de pull qui va être plus ample et qui va plus protéger. Et je ne parle pas de petits pulls intersaisonnels. Il n'y a pas de secret. Dans le temps, on mettait des gros vêtements en coton. Parce que ça permet de maintenir la chaleur près du corps. Bonnet ou mitaine. Quand vous regardez les zones les plus exposées, ce sont celles-ci. Donc si vous protégez celles-ci, vous n'aurez pas la sensation de froid. Donc ça veut dire qu'en faisant ce petit geste, vous pourrez vous permettre de réduire encore le chauffage. En gros, j'illustre, si vous constatez qu'à 18 degrés, vous êtes bien, ça veut dire qu'en mettant des protections supplémentaires, à 17 degrés, vous serez bien. Et vous aurez fait une économie supplémentaire. Parce qu'on va essayer de comprendre, je suis sûr que vous le savez déjà tous, comment fonctionne la chaleur. La chaleur, elle monte. Donc quand vous voulez vous chauffer les pieds, ça veut dire que vous avez chauffé tout le reste avant. Ça, c'est pas efficace. Quand on n'a pas de limite, quand on a de l'énergie et pas d'émission de CO2, c'est pas un problème, on chauffe. Quand on est sous contrainte, la question, ça va être de se dire comment est-ce que je fais pour ne pas chauffer partout, mais chauffer là où j'en ai besoin. Vous avez sur la droite 4 types de chauffage. Vous avez des chauffages corporels, des chauffages de siège, vous avez une lampe qui émet sans chaleur, mais qui émet qui éclaire comme le soleil par son rayonnement, et vous avez un chauffage local sous la table. Alors par exemple, le chauffage local, c'est quelque chose qui est employé au Japon depuis probablement des siècles. Sous une table, on met une nappe, et dessous, il y a un chauffage. Et la chaleur reste en dessous de la table. Donc vous mangez, vous êtes parfaitement au chaud, et la chaleur est parfaitement contenue. Parce qu'à votre avis, entre ce qui est à gauche et un des 4 chauffages, lequel consomme le plus? C'est bien entendu celui de gauche. Donc en essayant d'être efficace, vous avez par exemple des couvertures électriques. Donc des fois on se pose la question, mais attends, pourquoi on va faire appel à la technologie? Parce que si vous avez une création d'une couverture électrique, c'est beaucoup moins gourmand que par exemple de construire un radiateur. Donc la technologie peut apporter par exemple
la couverture qui est posée sur le lit, qui est chauffée 10 minutes à l'avance, et vous passez une nuit parfaitement au chaud. Et toujours de se dire, ça me permet de réduire le chauffage de tout le reste de la maison. Vous avez des sièges chauffants qui existent, donc c'est pareil, c'est quelques fils de cuivre, enfin, je simplifie un petit peu, des fils de cuivre qui vont provoquer une chaleur et qui vont faire que sur l'emplacement où je suis, je n'ai pas froid. Ça peut être de 10 à 20 fois plus économe qu'un radiateur, et un pull chauffant. Ça, j'ai commencé à en voir de plus en plus. Enfin, j'ai commencé à en voir quelques-uns. Ça peut être de 40 à 100 fois plus économe qu'un radiateur. Bien sûr, si vous chauffez, si vous passez à l'efficacité de dire je ne souhaite chauffer, enfin je vais essayer de ne chauffer que ce qui est nécessaire, ça n'empêche pas qu'il y a de la chaleur. Et cette chaleur, il faut la conserver dans la maison. Donc là, je vais passer un petit peu vite. Vous avez bien sûr des notes qui sont attribuées à la qualité des logements. Pour améliorer ces notes-là, la première chose à faire, c'est l'isolation des combles. Des fois, on se dit, je vais faire isoler, faire double vitrage, c'est les combles. C'est par là que ça parle plus. Ensuite, les murs, puis le double vitrage. Donc ça, ce sont aussi des choses qui se construisent pour améliorer l'isolation de sa maison. Et puis, alors, il y a un autre conseil qui peut être en cas de déménagement, en cas d'accompagnement, quelqu'un qui déménage, il faut privilégier les appartements. Il y a un chiffre que je voudrais vous donner. Les progrès technologiques, en 40 ans, entre 1970 et 2013, sur une étude, ont permis de réduire par 2 l'énergie qu'il faut pour chauffer l'habitat. Ok ? On réduit par 2 un mètre carré pour le chauffer. Et dans le même temps, on est passé de 20 mètres carrés par personne où on habitait à 43 mètres carrés, à 40 mètres carrés par personne. On a doublé l'espace. On a amélioré technologiquement et on n'a pas profité de cette amélioration pour réduire le coût carbone ou la consommation énergétique. On l'a utilisé pour s'agrandir. Donc, ce qui fait que globalement, il n'y a pas eu de réduction des émissions sur le logement, malgré les progrès technologiques. Et un appartement, pour une raison toute bête, c'est que comme ils sont collés les uns aux autres, vous avez des parois qui sont partagées sans déperdition d'énergie. 78% le chauffage et 22% les autres, en se chauffant soit plutôt que la pièce, en choisissant un meilleur logement, et en faisant de la rénovation énergétique, donc en travaillant sur la déperdition de son propre logement, on arrive à une baisse de plus de 50% des émissions. Et pour les autres, si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez vous dire que vous prendrez une douche pendant moins longtemps et peut-être éviter les bains, mais là on est vraiment pour y aller à fond. Donc, là pour le moment, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu 4 thématiques. On a vu des conseils qui peuvent être simples, peut-être pour certains simplistes parce que vous le faites déjà, mais cet ensemble, en appliquant tous ces conseils, ça équivaut à 1/3 des émissions. Alors attendez, j'ai commencé la conférence en étant assez pessimiste sur l'état des lieux et qu'il fallait réduire de 5% par an. Et là, je vous donne un ensemble de conseils qui est applicable par tous, qui ne sont pas simples. C'est pas quelque chose de simple à mettre en place. Néanmoins, on est à 30% par an. 5%, 30%. Ça veut dire que si l'ensemble de ces changements, je les construis sur 6 ans, j'ai atteint la vitesse qu'on a vue tout à l'heure. Pour les 6 premières années, je serai arrivé à cette descente tout chousse qu'on a vue, qui était où on se dit waouh, il va falloir faire ça. À titre personnel, en construisant mon changement, donc le but n'est pas de tout faire tout de suite, mais de se dire comment je fais pour le construire. Et les efforts ne seront pas anodins. 5%, ils sont atteignables en se disant je vais en faire un petit peu, chaque année on progresse.
il faut bien se rendre compte qu'on est... Des fois, on peut se dire, oui, mais attends, moi je vais me priver, mais ça ne sert à rien. Ça, moi, c'est ce que j'appelle l'atomisation des causes. C'est le fait de regarder avec une loupe de plus près et de se dire que l'effet regardé n'est rien par rapport à ce qu'il faudrait. Mais en fait, non, parce qu'on pèse dans le game, dans le sens où on est au cœur d'un fonctionnement. Moi, j'aime bien parler des 4 rouages. Là, il y en a 3. C'est les législateurs, pardon, on va commencer par, c'est les consommateurs, c'est nous, les producteurs, ça peut être nous, les entreprises dans lesquelles on travaille, les législateurs, donc ce sont par exemple des élus, et il y en a un 4e qui va apparaître, c'est les financeurs qui vont financer les projets. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'une entreprise propose autre chose que ce que nous achetons? On ne peut pas dire aux entreprises, c'est de votre faute, c'est vous qui produisez des grosses voitures de 2,5 tonnes. C'est vous qui produisez les derniers smartphones. Si c'est acheté par la population, il faut se poser la question, pourquoi ça serait eux qui le feraient? Et pourquoi est-ce que vous voulez que des élus proposent autre chose que ce pourquoi nous avons voté? C'est un petit peu dur de leur dire, mais vous êtes arrivés au pouvoir et maintenant vous ne faites pas ce qu'il faut. Et chaque fois que vous voulez faire bouger quelque chose, en fait, c'est comme ces rouages. Vous en faites bouger un petit peu, qui vont faire bouger un petit peu. Et ça pèse dans le jeu. Donc chaque fois qu'on va vouloir, par exemple, si vous allez dans un restaurant et que vous demandez, moi je voudrais un plat végétarien, aujourd'hui j'ai pas envie de manger de viande, vous êtes végétarien? Non, mais aujourd'hui j'en ai déjà mangé 2 fois. Bon, j'ai pas, ok. Si vous le demandez, vous le redemandez, et puis qu'il commence à vendre, et qu'il y en a d'autres qui le font, mais il n'est pas bête, le restaurateur. C'est une demande qui est faite, donc il va se mettre à en proposer. Et de la même matière, si on se met à acheter des vélos, il y aura de plus en plus de vendeurs de vélos. Et si vous allez chez Darty pour acheter une machine à laver et que vous dites, attendez, moi, c'est l'indice de réparabilité, parce que dans 5 ans, je ne veux pas qu'il y ait une pièce cassée et la remplacer. C'est quoi l'indice de réparabilité? Il n'est pas bête, le vendeur. Il va dire, oh là là, le consommateur, il y fait gaffe. Donc, je vais y faire gaffe. Et pareil pour l'épargne. Alors ça, c'est un petit peu plus dur. De discuter avec sa banque et de dire, moi, je ne veux que mon argent n'aille que là où on a de faibles émissions carbone. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est en train de se développer, mais c'est dur d'aller voir sa banque spécifiquement sur ce point-là. Et puis l'autre, c'est les votes, bien sûr. Alors, le Shift Project est apartisan. Donc par contre, il est politique dans le sens où l'ensemble de ce qui est proposé par le Shift Project peut être récupéré par n'importe quel parti. Mais si vous allez mettre des bulletins de vote uniquement pour les partis, quel que soit leur bord politique, qui disent on a compris la problématique et voici les engagements qui seront faits, je hiérarchise la lutte contre le changement climatique haut, alors les élus ne sont pas bêtes. Ils vont modifier leur programme pour dire voilà ce qui est en accord avec la population. Et puis il y a le collectif. Il y a le collectif derrière qui va être de mieux échanger avec ses voisins pour essayer de partager les objets, partager les transports et pouvoir diminuer les émissions carbone. Alors là on a vu au niveau local, mais qu'est-ce que ça donne au niveau national? Donc je reviens sur le Shift Project. Le Shift Project, son objectif c'est d'avoir un plan national. Et il l'a décliné sous la forme le plan de transformation de l'économie française. Parce que ce n'est pas simplement une déclaration de il faut faire ci, il faut faire ça. Parce que si on n'a pas de chiffre derrière, c'est de la bonne intention. Parce que s'il y a moins de voitures, il y aura probablement plus de vélos. Et donc il y aura plus de réparateurs de vélos. Donc il faut qu'ils soient formés. S'il y a moins de viande qui est consommée, il y aura plus de maraîchers. Donc il y aura plus de personnes qui vont aller travailler dans les champs. Ça aussi, ça se prépare, ça se planifie. Et donc, le changement, le Shift Project travaille sur environ une 15aine de thématiques. Comment décarboner l'administration publique? Comment décarboner la culture? Comment décarboner l'agriculture? Etc. Sur toutes ces thématiques, en se posant les questions, qu'est-ce que ça va entraîner en termes d'emploi, de modification? Comment les villes vont changer? Et tout ça permet d'avoir un plan. Parce que très souvent, aujourd'hui, les plans sont comment est-ce que je fais pour optimiser l'année prochaine. Et si on prend dans le sens inverse, ok, je vais où en 2050 et pour arriver à 2050, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est un plan.
2050, c'est une première étape. Hein. Ce qu'il faut, quand on réfléchit, on commence à réfléchir, il faut qu'on ait une vision sur 2070 pour qu'on ait quelque chose de pérenne. Et si vous êtes intéressé, je vous encourage à aller regarder par exemple une conférence de Jean-Marc Jancovici. Alors, qui est-ce qui a déjà entendu parler de Jean-Marc Jancovici? À peu près tout le monde aussi. Comment y échapper? Il est effectivement devenu extrêmement médiatique, mais il a une vision physique, énergétique qui permet de comprendre pour certains. Donc si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les shifters, n'hésitez pas à aller faire une recherche sur internet et à participer. Moi j'appartiens au groupe local d'Auvergne et on se réunit tous les mois par visioconférence, donc il n'y a pas de déplacement, où ça permet d'échanger et de voir les actions qui sont réalisées. Donc un peu de pub pour les shifters. Si vous vous sentez en accord avec ce mouvement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, quand on entend tout ça, toutes ces informations, donc dès le début, on a bien martelé sur l'état des choses. Et encore, alors, petit point. Là, on a parlé de dérèglement climatique et d'émissions carbone. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est le seul problème. Donc je vais encore en rajouter une couche. La chute de la biodiversité, problème majeur. La déplétion énergétique, on en a un petit peu parlé, le chiffre traite pas mal de ça. Donc c'est-à-dire que le début de la fin du pétrole, puis du gaz 10 ans plus tard. La pénurie des matériaux, les matériaux dont on a besoin, cuivre, cobalt, qu'on a évoqué. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Là, on en a parlé d'un qui nous semble central et qui permet aussi de travailler sur les autres. Donc quand on apprend tout ça, moi je compare souvent ça aux 5 étapes du deuil. On peut avoir de la colère, on peut avoir du déni, on peut avoir de la dépression. Donc ça, c'est des émotions qui ne sont pas faciles à gérer. On est tous passés par là. Quand on découvre les chiffres, quand on découvre la réalité de ce qui se passe derrière, de manière absolument chiffrée et scientifique, et qu'on ne peut pas avoir d'échappatoire idéologique, ça remue. Nous, la meilleure chose qu'on ait trouvée, c'est l'action. C'est de se dire, ok, c'est pas Star Wars. Moi, quand j'étais jeune, le futur, c'était Star Wars. On va conquérir les étoiles et tout va bien se passer. Et on aura l'énergie infinie. Ben, c'est pas ça. La réalité, c'est pas ça. Donc, agir et bien se rendre compte que c'est pas un sprint. Quand on fait une randonnée, on peut se dire que le premier pas ne sert à rien. Parce que sur une randonnée, 1 mètre, c'est que dalle. Mais si on ne le fait pas, on ne fait pas la randonnée. Donc c'est pour ça que j'insistais bien tout à l'heure de construire son propre changement. Il y a des changements qui, nous, en tant qu'altiligériens, vont être plus ou moins faciles, et d'autres qui seront plus durs. Se passer d'une voiture, c'est beaucoup plus dur pour nous que pour quelqu'un qui habite en plein centre de Lyon. Donc il faut le construire. Il ne faut pas aller trop vite. Parce que si vous allez trop vite, c'est comme quand on fait un régime, c'est beaucoup plus dur, comme quand on va arrêter de fumer d'un seul coup, on peut craquer. On peut craquer et puis se dire, allez, je m'en moque, je pars à Tahiti. Donc construire, y aller pas à pas et être dans le collectif. Ça aide énormément d'être dans le collectif et je suis convaincu que c'est le cas dans nos contrées rurales altiligériennes. Et vous allez peut-être avoir envie de convaincre d'autres personnes. De vous dire, mais si, vraiment, on émet trop de carbone, il faut faire moins de choses, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ça ne marche pas. Ça marche pas, on vous écoutera, on fera, ok, super, ouais. Non, ce qui convainc, c'est l'exemple. C'est de voir que vous le faites et que ça rend heureux. Parce que faire de la marche à pied, c'est bon pour la santé. On perd peut-être 5-10 minutes, et ces 10 minutes, on gagnera sur la santé. Donc il y a tout un ensemble d'événements qui, en faisant ce changement, en fait, on va se rendre compte qu'on n'est pas plus malheureux. Et c'est les autres, en voyant ça, qui pourront se dire, mais non seulement il agit, mais en plus il a l'air d'être plutôt bien dans sa peau. Donc, donner cet exemple sera beaucoup plus efficace que simplement essayer de convaincre par des mots. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. Maintenant, je vais me tenir à disposition pour des questions. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro dans la... Donc, je laisse afficher les 12 conseils pour les voir. Donc, les 12 conseils.
pour réduire votre empreinte carbone. Et est-ce que vous avez des questions, des points qui seraient à développer? Oui, la consommation du poisson. Ah. Ah. Alors, j'ai pas de chiffres très précis sur la consommation du poisson. De ce que j'en dirais, elle est aux alentours du porc et du poulet. La flotte globale de bateaux, c'est 0,5% des émissions de carbone. Et il y a beaucoup de problématiques là-dessus. Pour moi, les plus gros problèmes sur le poisson, c'est surtout la surpêche. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond de près ou de loin à votre question. Le poisson, alors il est étudié par Agrimer. J'ai pu voir quelques-unes de leurs conférences, mais sans pouvoir en tirer de conclusions qui différeraient de ce qu'on a vu. Oui. Il y a un élément dont vous n'avez pas parlé, là j'ai bien conscience que ce n'est pas le plus facile, mais vous n'avez pas abordé le problème de la poussée démographique qui est exponentielle depuis quelques décennies. Est-ce qu'on ne pourrait pas agir là aussi pour réduire? Alors, la position du schiste, la réponse est non. Elle est non pour plein de raisons différentes, et puis la mienne aussi. C'est que premièrement, si vous voulez agir de manière démographique, avant qu'il y ait des effets, ça va prendre combien de temps? Donc première chose, il ne va rien se passer, hein, il ne va rien se passer pendant des années, les politiques sont très dures à mettre en place, et le problème, il est maintenant. Il n'est pas réduire la population en 2060, il est réduire les émissions carbone maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est déjà le cas. Je crois que, alors je ne sais plus si c'est les 16 ou les 21, les 16 pays qui émettent le plus de carbone sont tous déjà en dessous des 2,1. La France vient d'y passer, et tous les pays qui émettent le plus sont déjà en décroissance démographique. Donc ce qu'on entend, c'est en Afrique, ils vont être de 1 milliard à 2 milliards. Ouais, mais ils n'émettent pas de carbone. Donc vous voulez agir sur comment aller dire à des pays, à d'autres pays, mais attendez, ne soyez pas trop nombreux, alors qu'eux-mêmes ne sont pas parmi les plus émetteurs, n'ont pas été parmi les plus émetteurs depuis 70 ans, et que le fait d'agir, si c'est agir dans un cadre humanitaire pour dire, bah, écoutez, on peut améliorer la diminution de la natalité, et que tout le monde est d'accord, pourquoi pas. Mais agir dans le but de l'émission carbone, ben ça n'est pas le bon axe de travail. Oui. Une première réflexion. Le 13 janvier dernier, j'ai assisté, il n'y a pas dans un village pas très loin d'ici, à la cérémonie des vœux. Et le dernier orateur, c'était un des deux sénateurs de Haute-Loire, qui a fait l'éloge du rêve français. Le rêve français, c'est le pavillon dont on peut faire le tour. Il a été ovationné. C'est simplement pour dire que je ne suis pas absolument certain que tout le monde soit tout à fait décidé à adopter les comportements que vous dites. Et je pense aussi que c'est un peu plus compliqué pour notamment les gens qui habitent la campagne en Haute-Loire, à plus de 1000 mètres d'altitude ou à 1000 mètres d'altitude, où les villages sont éloignés des uns des autres, où les offres de services sont aussi éloignées, où il fait froid l'hiver, où le dénivelé est important, et où les contraintes sont très importantes si on les compare par exemple à celles des Parisiens ou des Lyonnais qui ont effectivement alors, non seulement un climat plus favorable, mais aussi des conditions de vie, une offre de services, une offre alimentaire, une offre de toutes sortes, qui est incomparable, et en termes de transport, qui est effectivement aussi incomparable. Donc ma réflexion, c'est en fait, il y a une inégalité absolument énorme entre la population qui est urbaine, qui a en plus un niveau de vie qui est extrêmement plus élevé que que le niveau de vie des gens qui habitent ici, qui est certes, qui ont souvent choisi de vivre ici,
qui ont choisi les contraintes de la campagne, mais qui sont quand même néanmoins largement punis d'avoir effectivement fait ce choix en termes de transport, en termes de, enfin peut-être pas en termes de qualité de vie en général, mais disons qu'ils subissent un certain nombre de contraintes qui, moi, me paraissent être un peu injustes face à ce besoin de transition énergétique. D'accord, alors vous avez abordé beaucoup de points. Alors sur le premier point que vous avez abordé, sur l'ovation d'un de nos sénateurs qui aurait expliqué, alors je n'ai pas compris ce qu'il veut dire par le pavillon. Le rêve français. C'est le pavillon dont on peut faire le tour. Enfin, peut-être qu'il aurait fallu que j'écoute ce qu'il dit pour savoir. Maintenant, si vous allez à une conférence de Jean-Marc Jancovici, il est ovationné à la fin. Donc des gens qui sont ovationnés, il y en a partout, qui disent des choses bien. Donc là-dessus, je ne peux pas répondre. Concernant ce que vous avez dit, alors moi je ne partage pas du tout votre point de vue sur le fait qu'on soit défavorisé en étant Haute-Loire. Comme beaucoup d'entre nous, c'est un choix. Moi j'ai eu l'occasion d'aller travailler en ville, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais maintenant chacun est libre, hein. Il y en a qui préfèrent aller en ville. Et ensuite vous faites ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et c'est compréhensible, hein, ce n'est pas une critique, vous atomisez. C'est-à-dire que vous allez découper en plusieurs morceaux, en plein de petits morceaux, et vous allez dire, mais oui, mais le transport est obligatoire. Et la conclusion, quand on fait ça, vous pouvez pousser le raisonnement autant que vous voulez, c'est qu'on ne va rien faire. Et donc, si on fait un raisonnement par l'absurde, un des premiers raisonnements qu'on apprend, si vous posez une hypothèse, que vous réfléchissez à quoi on arrive, et que vous aboutissez à quelque chose d'absurde, alors l'hypothèse était fausse. Si on ne fait rien, alors il va y avoir un réchauffement climatique, alors les conditions de vie et de confort qu'on a vont disparaître. Donc de toute façon, ne rien faire, ça ne marche pas. Ensuite, j'ai évoqué quelque chose qui est tout à fait juste, et que j'ai évoqué à demi-mot à plusieurs fois, c'est que selon l'endroit où on vit, les conseils n'ont pas la même valeur. Nous, c'est très dur de se passer de voiture. Moi, c'est quelque chose que je ne suis pas encore arrivé à planifier. Comment je fais pour me passer de voiture? L'avion, c'est facile. Chacun de nous peut dire, je ne prends plus l'avion. De toute façon, on le prend hyper rarement. Enfin, je suppose. Donc, oui, il y a des choses qui seront plus dures. Mais la question n'est pas qu'on n'ait plus aucune émission carbone de manière complète, c'est que nationalement, on arrive à une moyenne de 2 tonnes. Vous avez un exemple qui peut être posé, c'est Pesquet. Est-ce que vous imaginez la consommation de l'astronaute Thomas Pesquet en coût carbone, quand il prend sa fusée et qu'il va sur la Lune? La question n'est pas de combien il consomme, mais combien la société est prête à lui accorder. Parce que quand vous dites que dans les campagnes on émet plus, peut-être, mais est-ce que c'est supportable par la société? Par exemple, est-ce qu'on accepte qu'en Haute-Loire, le coût soit à 4 tonnes parce qu'il y a des vaches, par exemple? Et ça, je n'ai pas la réponse, c'est à nous de construire. Et ceux qui sont dans les villes et qui émettent 10 tonnes diront exactement la même chose, je pense. Attendez, en ville, ils ont la belle vie, nous, on a les contraintes, comment vous voulez qu'on se passe de telle chose ou telle chose? La question est c'est qu'on n'a pas le choix. C'est pas une question de choix, moi, j'ai pas envie, c'est que de toute façon, ça va se passer. Alors si, on a le choix de dire que on va faire un minimum d'efforts maintenant, et l'effort sera encore plus dur à faire plus tard par d'autres, ou par nous-mêmes dans 10 ans. Je ne veux pas monopoliser la parole. Je veux juste dire que ça me renvoie à autre chose, qui est que je ne crois pas du tout à la politique des petits pas. J'ai lu il n'y a pas très longtemps le jugement de Meadows, du rapport Meadows, qui disait la transition énergétique, la transition écologique, elle n'arrivera pas de façon volontaire, elle ne sera la conséquence que de la réduction de l'offre énergétique en particulier. Alors, le rapport Meadows, c'est le premier rapport qui a commencé à dire, mais attendez, un monde infini, la croissance peut pas, une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini. Donc là, ce que vous dites, qui se comprend, c'est que de toute façon, rien ne sera fait, et on va tout simplement attendre qu'il n'y ait plus d'énergie. Et donc, quand le pétrole va commencer à décroître, donc le pic, on l'estime entre aujourd'hui et au maximum dans 10 ans, à partir du moment où il va commencer à croître, les politiques disent quoi? Ils disent, on va remplacer cette énergie par
de l'énergie verte, donc éolienne, panneaux solaires. Et donc c'est ça qu'on appelle la transition écologique, transition énergétique. Vous avez dit les deux termes. La transition écologique, je ne sais pas ce que c'est. C'est un terme qui est trop vague pour que je le comprenne. Transition énergétique, ça veut dire qu'on va continuer à avoir la même quantité d'énergie. Et donc un des scénarios, c'est de se dire que rien ne sera fait. Et donc si rien n'est fait, on va aller pomper le pétrole. On va aller pomper le gaz et on va aller chercher le charbon. Dans ce cas-là, vous avez vu les chiffres. Ça veut dire que les 2,5 degrés vont être atteints. À partir de ce moment-là, c'est l'inconnu au niveau de la constance des régimes politiques. Et donc, ce qui implique que l'approvisionnement en pétrole et en énergie fossile peut lui-même être impacté par ces guerres et par cette diminution de la mondialisation. Ça, c'est le pire scénario. Donc on peut se dire, ça ne marchera pas. Et on peut ne pas croire au petit pas. Moi, je n'ai pas d'argument, moi j'y crois. J'y crois que petit à petit, on diminue. Et qu'on est tous des animaux qui avons du mimétisme, et on voit ce que font les autres, et que ça se fera. On essaye de le faire sur une génération. Le changement se fait lentement. Et que la question n'est pas, il faut y arriver, c'est quel sera l'état. En gros, 2050, ça va arriver. Qu'il y ait une guerre nucléaire, que tout soit nickel, qu'il y ait des licornes ou quoi que ce soit, ça va arriver. Mais comment sera la société à ce moment-là? Soit rien n'a été fait, réchauffement climatique maximum, utilisation de l'énergie, soit on a agi là-dessus et il y en a un petit peu moins. Donc moi, je suis convaincu qu'en avançant, de toute façon, on va réduire le cas catastrophique. Jusqu'où, je ne sais pas. Oui. L'empreinte du vélo. Alors le vélo électrique émet, puisqu'il faut aller chercher le fer et les batteries. Maintenant, il n'y a aucun souci pour une société qui remplace la plupart des voitures par les vélos. C'est beaucoup trop anecdotique. Donc il y en a une, mais en gros, si vous remplacez la marche par du vélo, effectivement, là vous rajoutez du carbone. Mais si vous remplacez un trajet de voiture, le différentiel est tellement énorme entre bouger 100 kg plutôt que 2 tonnes et en le faisant tout en apportant un apport d'énergie que vous pouvez le négliger. Alors, j'ai d'abord une petite remarque, après j'ai une vraie question. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de stats, beaucoup de moyennes, et je suis toujours très méfiant vis-à-vis des moyennes qui sont extrêmement trompeuses. Vous avez cité Pesquet, s'il rentre dans le ciné, tout d'un coup, en moyenne, on émet tous beaucoup plus de carbone. Si Bernard Arnault rentre dans le cinéma là maintenant, on est tous milliardaires en moyenne. Donc, c'est extrêmement trompeur. Je pense qu'il y a beaucoup de données que vous apportez qui sont dans ce slide qui mériteraient par exemple des rapports médians. Le salaire médian est beaucoup plus parlant en France que le salaire moyen, par exemple. Voilà, c'est juste une petite remarque. Mais notre question, c'est plus sur la dimension des solutions individuelles qui prennent énormément de place dans cette présentation. Et finalement, vous avez très peu de propositions d'ordre plutôt collectif. Moi, quand j'étais scolarisé dans les années 80, on nous demandait déjà d'éteindre la lumière et de fermer l'eau quand on se brossait les dents. Là, c'est une version évoluée, beaucoup de versions évoluées de ces petites solutions individuelles, mais qui, on sait très bien, ne feront pas le changement nécessaire. Donc avec des solutions individuelles, on va vers 4, 5 degrés. Au niveau du Shift Project, vous posez beaucoup de questions. Peut-être commencer, parce que sinon je vais commencer à oublier. Non, mais on continuera après. Donc la première, vous avez dit qu'il y a beaucoup de moyennes. Oui, mais en 1h15, c'est dur de rentrer dans le détail de chaque élément. Donc on donne des moyennes, mais vous avez raison que mathématiquement, une moyenne, on peut la transformer pour lui faire dire des choses différentes. Donc je n'ai pas de commentaire par rapport à ça, effectivement. Ensuite, vous avez dit c'était quoi la question suivante? En gros, au niveau du Shift Project, c'est quoi les propositions en termes de solutions collectives? Donc il y a énormément de choses, mais cette conférence, c'est comment faire à titre individuel pour agir sur le dérèglement climatique. C'est pour ça qu'on a parlé de ça. Le sujet de la conférence, c'est pas comment nous allons modifier notre société, parce que alors là, si ça vous intéresse, le Shift Project a de très nombreux rapports. C'est ce que j'ai émis vers la fin. Donc le plan de transformation, ça, c'est des plans
la prête à l'emploi de comment on fait globalement et comment on dit à nos élus il faut transformer. Alors, par exemple, les villes d'aujourd'hui sont construites autour du pétrole. Vous avez des centres urbains et vous avez beaucoup de déplacements. Bon, si vous diminuez la capacité de mobilité, ou si elle n'est pas adaptée, ça veut dire qu'il faut changer ça. Donc ça se fait sur le temps et c'est sur de réflexion globale. Donc pour cette question, c'était le thème de la conférence, c'est nos gestes à nous. Du coup, vous en ferez une autre sur un fonctionnement global? Mais je serais enchanté de venir intervenir à nouveau, si c'est quelque chose qui intéresse. Alors, le plan de transformation a été a été construit à partir de 2020 et émis juste avant les élections présidentielles pour dire à tous les candidats, voilà, il y a ça. Et la version 2 est en train d'être construite. Donc, c'est des bouquins de 150-200 pages où il y a toutes les thématiques qui peuvent dire, si vous voulez une vision à long terme, voilà tous les éléments auxquels il faut penser. Donc, c'est fait, pas par moi aujourd'hui, mais quels sont les rapports? Et il y en a qui sont très intéressants sur la santé, c'est passionnant et c'est très pointu, sur la culture, sur le sport. Donc on peut se renseigner quels sont les changements globaux. Et je crois qu'il y avait une autre question après. Vous alliez la poser? C'était vraiment plus sur la dimension collective où effectivement je restais un peu sur ma faim. J'ai bien conscience que on était sur mon impact individuel, mais je trouve important d'insister sur le fait que ça ne suffira pas. Alors, vous avez dit des chiffres, par contre, qui, je pense, sont faux. 4-5 degrés, je ne vois pas comment on peut y arriver. Bien avant qu'on arrive à 5 degrés, la mondialisation se sera effondrée. Si vous voulez quelques chiffres précis, sur les dernières études que j'ai vues sur les changements de température à Sog, donc la station de Sog, vous voyez Sog au sud du département, en moyenne estivale, la température a augmenté de 2,7 degrés. Dans une ville, Montron, je ne sais plus ce que c'est dans... Non, pas Montron-les-Bains, c'est dans... comme c'est filmé, je ne vais pas dire de bêtises sur la ville, une ville en Savoie, Haute-Savoie, c'était 3,7 degrés d'augmentation en période estivale. On est à 1,2. Et en période estivale, on arrive quasiment à 4 degrés de plus. Donc si vous arrivez à 3 degrés, je ne veux même pas savoir de combien ça augmente. Ça veut dire que les végétaux ne poussent plus, ils ne sont plus adaptés du tout. Donc avant d'arriver à 5 degrés, ça veut dire qu'on sera à 4,9, qu'on sera passé par là. Ça veut dire qu'on sera à 4,8, ça veut dire qu'on sera à 4, ça veut dire qu'on sera à 3. Et à partir de 2,5, là, c'est la mondialisation tout entière. Donc, ça veut dire que si la mondialisation a un coup de frein, et bien derrière, les consommations vont forcément décroître. Donc 5 degrés, moi, j'y crois pas. C'est peut-être que je me trompe, mais c'est tellement violent, parce que je comprends des études des scientifiques, que le préalable à arriver à 5 degrés n'est pas supportable par une société qui continuerait à émettre les 40 gigatonnes. On va prendre peut-être une dernière question, parce qu'on doit libérer la salle pour la séance de 17h. Oui. Oui, actuellement, on voit déjà dans le département de la Haute-Loire le changement climatique. Parce que déjà, depuis le début de l'année, on a eu 4 épisodes Cévenol, alors que normalement ils arrivent bien plus tard. Et ce week-end, il y a des vents de sable du Sahara qui sont annoncés. Et ça, c'est pareil, ça arrive en général beaucoup plus tard dans la saison. Et ça provient qu'en Afrique du Nord, il fait de plus en plus chaud. La Méditerranée, donc le climat méditerranéen et d'Afrique du Nord remonte chez nous. Voilà. Ensuite, bon, je n'ai peut-être pas trop le temps, mais ce qui ne me paraît pas cohérent un peu dans cette démarche, c'est qu'on demande donc aux particuliers, aux citoyens lambda de faire des efforts, de mettre un pull, etc. Et à côté de ça, on a un gouvernement qui vient de donner le feu vert à la FNSEA pour garder une agriculture la plus polluante possible, carbonée, etc. Donc d'un côté, on nous demande de faire des efforts, mais le gouvernement ne veut absolument pas, par exemple, changer de modèle agricole. Et puis bon, je pourrais dire beaucoup de choses, je suis écologue, je travaille sur l'écologie forestière, là aussi c'est pareil. Donc oui, parce que ce que je trouve, ce qui ne va pas, c'est qu'on ne peut pas d'un côté, agir sur les gaz à effet de serre, c'est une chose, mais il faut aussi agir sur les puits de carbone. Et actuellement, on est en train de détruire les puits de carbone forestiers, et donc c'est ça qui n'est pas cohérent. Alors juste un élément qui est très très peu connu, qui est en train d'arriver à quelques scientifiques, c'est que si vous prenez par exemple tout le calcaire, les falaises calcaires des gorges de l'Ardèche,
dans les Préalpes, dans le Vercors ou autour du lac d'Annecy, la quantité de calcaire qui est stockée, ce sont des coquillages, avant la mer et tout, c'est l'équivalent de tout le gaz, de tout le CO2 qui est dans toute l'atmosphère. Voilà. Et si, ce qui se passe, si on prend par exemple le plateau continental au large de l'Atlantique, en France, vous avez le calcium qui arrive par les fleuves, vous avez le CO2 qui est dans l'eau, et alors vous avez parlé de deux choses pour stocker le carbone, mais il y en a une troisième, ce sont les coquillages. Donc les coquillages, ils sont au fond de la mer, ils prennent le calcium qui vient des fleuves, ils prennent le CO2 qui est dans l'eau de la mer, ils font du bicarbonate de calcium, c'est-à-dire c'est le coquillage. Et ces coquillages, ils grossissent, ils stockent du carbone d'une façon extrêmement efficace, et ensuite avec la pression de la mer, ça s'écrase et le coquille meurt, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, et tout ça, ça fait du sédiment, etc., qui a un puits de carbone absolument fabuleux. Seulement, pourquoi ça ne marche pas? Parce que comme on est dans un système capitaliste, productiviste, de croissance, etc., c'est que tout le plateau continental, là, au large de l'Atlantique, en France par exemple, c'est tout chaluté. Ils ont des ordinateurs, il n'y a pas un mètre carré qui échappe au chalut. Le chalut, ça détruit tout, ça remplit les fonds marins. C'est un peu, il y en a un naturaliste qui disait, c'est un peu comme si on passait un bulldozer dans un champ de blé. Donc, on empêche, ce qu'il faudrait, c'est laisser de vastes zones comme ça, où les coquillages pourraient s'empiler pour stocker du carbone. Seulement, ce n'est pas possible, puisque même dans les aires protégées qu'a annoncé le président de la République, ce que déplore, par exemple, ce Sea Shepherd ou Claire Nouvien, c'est que même dans les aires protégées, ils autorisent le chalutage. Donc, on empêche un des meilleurs puits de carbone. C'est vraiment dommage. Tout ça parce qu'il y a le lobby des pêcheurs qui veulent tout racler. Donc, voilà, c'est ça le problème. Alors, Je vous propose qu'on finisse la discussion peut-être dans le couloir parce qu'on a vraiment un engagement par rapport à la salle et